je vais peut-être être ou paraître comme celui qui, dans ce débat, je dirais, très intéressant, le moins pacifique ou le moins pacifiste, mais en réalité, je vais d'abord faire une petite introduction très rapide par rapport à l'évolution, puisque je dirais la quasi-totalité des éléments a été dite par rapport à l'origine du mal ou du problème, peu importe. Et effectivement, il y a une évolution géopolitique qui a accompagné ce problème, puisqu'on est parti de la capitale de cet État ou de ces deux États-là, c'est-à-dire Jérusalem ou Al-Quds, pour savoir qui devait avoir la maîtrise sur cette ville-là, ou à quel titre, en tout cas sur la base de quelles convictions spirituelles, politiques, etc. Et moi, ma vision de la chose, c'est qu'effectivement, il y a dans cette ville-là, au-delà de l'aspect spirituel, religieux, il y a la cristallisation du problème palestinien en général, parce qu'à chaque fois qu'on parle de cette ville-là, on parle du problème palestinien comme si, effectivement, tout était concentré de cette ville-là, sur le plan politique, sur le plan émotionnel, sur le plan religieux, tout est concentré. Et ce n'est pas faux, cette question-là. Mais moi, je relie cette question-là à une question beaucoup plus importante, c'est-à-dire beaucoup plus large. C'est la géopolitique, c'est-à-dire quels choix géopolitiques ont été faits au cours de ces années, depuis la naissance de ce conflit-là. Je dois avouer que les Israéliens, dès le début, ils ont eu une vision géopolitique beaucoup plus intelligente, beaucoup plus agressive, beaucoup plus pugnace que les choix qui ont été faits par les Arabes, qui ont eu du mal à faire de véritables choix par rapport à cette solution. C'est-à-dire, quelle était la solution et par quel bien on y parvient. Et l'éparpillement des pays arabes, ceux qui voulaient soutenir réellement la cause palestinienne et ceux, en réalité, qui restaient en retrait et disaient « on finance, mais vous nous fichez la paix », pour être plus mesuré dans mes propos, évidemment, il y avait une difficulté. Et avec l'arrivée de Nasser au pouvoir, qui était le premier soutien, entre guillemets, de la cause palestinienne, il avait le projet de dire « je m'associe à l'Union soviétique et l'Union soviétique finira par me donner le coup de main nécessaire pour, en quelque sorte, régler militairement cette question-là ». Il y a eu la guerre de 67 qui a été, entre guillemets, une guerre préventive qui a mis à néant les deux armées capables de se battre contre Israël, c'était l'armée israélienne, l'armée égyptienne et l'armée syrienne. Et à partir de là, l'idée de Nasser était de repréparer la nouvelle guerre. Et effectivement, l'armement dont il s'est doté jusqu'en 1973, j'en parle devant un grand militaire, était pour préparer la prochaine guerre. Et la prochaine guerre va avoir lieu en 1973, une combinaison d'efforts entre les Égyptiens et les Syriens, sauf que la conclusion qui a été faite à l'issue de cette guerre-là, c'est qu'il y en avait un qui était parti pour se battre réellement et l'autre qui était parti pour négocier. Celui qui voulait se battre, c'était le président syrien, et celui qui voulait négocier, dès le premier jour, pratiquement, c'était le président Sadat. Et effectivement, il rentre dans les négociations pour aboutir à ce qu'on appelle le traité de paix et les accords de Camp David. Mais le conflit était là, le problème du Palestinien était réglé, on n'était toujours pas réglé, et la Syrie était toujours en guerre, puisqu'elle a toujours des territoires occupés. Je ne parle même pas du Liban, qui était impliqué directement ou indirectement, la Jordanie en filigrane. Et encore une fois, on revient sur les alliances politiques dont chacun avait besoin. Sauf qu'avec la sortie de l'Égypte, on croyait s'être débarrassé du problème palestinien, parce que la première puissance militaire a été évitée de l'échiquier, mais sauf qu'on n'a pas éliminé la Syrie, parce que pour avoir la paix, pour avoir la guerre, il fallait l'Égypte, mais pour avoir la paix, il fallait l'accord de la Syrie. Et la Syrie n'est pas rentrée dans ce jeu-là, et elle s'est trouvée impliquée dans la guerre du Liban, et très souvent on parle dans les commentaires sur la guerre civile au Liban, que c'est en quelque sorte l'un des épisodes de la guerre qui a opposé Israël aux pays arabes, parce qu'on éparpille les efforts, on déconcentre les efforts, et évidemment on occupe les Arabes dans un problème intra-arabe, c'est-à-dire la guerre civile au Liban,
Et la Syrie s'y trouve impliquée, et ce jusqu'aux années 90. Cette question-là, quand on regarde en géopolitique, évidemment, ça a occupé le terrain et ça a laissé à Israël la possibilité de se développer, mais aussi d'avoir son mot, y compris sur ce terrain-là. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée au Liban en 82 et a occupé jusqu'à la capitale. Toutes ces questions-là sont liées, puisqu'on revient sur la théorie, c'est-à-dire du fleuve jusqu'à l'océan, revient toujours. En passant par le Liban, on détruit le Liban, mais on a un pied pratiquement à l'approche de la Syrie. Et on implique la Syrie dans cette guerre-là, indiscutablement. Les autres pays étaient en filigrane, et on affaiblit par la même occasion tous les efforts qui pouvaient se faire. Derrière tout ça, les choix géopolitiques, c'était quoi pour les restes? Il se trouve qu'il y a un élément qui avait échappé aux analyses, c'était l'élément iranien. La République islamique d'Iran est née, et tout va être chamboulé. Le Shah n'est plus là, la guerre Irak-Iran éclate, et le choix d'Assad était de se rallier à l'Iran contre l'ennemi bassiste, Saddam Hussein. Et c'était le premier choix géostratégique de la Syrie, mais dans le conflit le plus global, encore une fois, c'est le conflit arabo-palestinien. Et si on ne l'analyse pas comme tel, c'est qu'on a échappé, on a failli dans notre analyse à un point fondamental qui va créer la situation actuelle, c'est-à-dire qui va se battre demain. Et ces changements qui ont été appelés par Pierre Conessa comme étant des changements des radicaux, c'est-à-dire le mouvement radical est né et prend le pas par rapport au mouvement laïque. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les mouvements laïques ont échoué militairement, parce qu'ils n'ont jamais pu mener une guerre. Je parle précisément des mouvements palestiniens. Et ils n'ont pas réussi la paix, puisque les accords d'Oslo n'ont pas abouti pour une raison simple. J'ai envie de dire, les accords d'Oslo, c'est comme les accords de Minsk, ont été faits pour ne pas être appliqués. C'est-à-dire, à aucun moment, il y a eu une volonté, d'ailleurs, toutes les discussions qui ont suivi les accords d'Oslo n'ont jamais pu aboutir sur les points fondamentaux. Statut de Jérusalem, statut des réfugiés, le retour au pays, les applications des résolutions de l'ONU, la question des colonies. Toutes ces questions fondamentales n'ont jamais été traitées. Et si vous ne les traitez pas, ça veut dire vous mettez tout dans une espèce de frigo, de congélateur, tout ce que vous voulez, mais vous n'aboutissez pas à une solution. Et ça va traîner jusqu'à la naissance de ces mouvements que Pierre Conessa appelle des mouvements radicaux, mais en réalité, ces mouvements sont nés à quel moment? Au moment où l'échec total a été constaté chez Arafat, puisqu'il se trouvait dans une espèce de bunker, et il ne pouvait pas sortir jusqu'à sa mort. Il était prisonnier, je dirais, presque consentant. C'est comme tous les esclaves consentants, hein. Il est devenu l'esclave de sa propre production, c'est-à-dire les accords, sans aboutissement à un État, sans aboutissement à une véritable autorité. L'autorité palestinienne s'est trouvée réduite à faire les agents de sécurité qui apportaient l'information nécessaire à la sécurité israélienne. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle les mouvements palestiniens qui sont nés, c'est-à-dire le djihad islamique, je vais essayer de respecter mon temps de parole, j'ai mis ma montre pour la première fois, et évidemment le Hamas et d'autres mouvements, bien entendu, ont dû prendre la place de l'OLP, puisque l'OLP a échoué. Évidemment, on peut leur reprocher, peut-être pour certains, leurs convictions religieuses ou leurs pratiques religieuses, etc. Mais il n'en reste pas moins que ce sont les seuls mouvements aujourd'hui qui parlent de lutte et parlent de libération, c'est-à-dire d'un projet d'indépendance et de souveraineté. C'est ça la question. Quelle que soit l'extension du territoire, que l'on soit sur 10 mètres carrés ou 20 000 mètres carrés, puisque c'est la totalité du territoire palestinien, israélien, c'est comme on veut, c'est moins grand que le département du Nord, ce qu'on appelle Hauts-de-France maintenant. Par conséquent, il faut trouver des solutions. Et la solution, c'est quoi? C'est que trouver des alliances stratégiques. Et effectivement, l'alliance stratégique qui avait été trouvée dans les années 80 par le président Assad, le père du président actuel, avec l'Iran, a été trouvée entre les mouvements palestiniens et l'Iran. C'est-à-dire, il y a un projet de lutte qui est né dès le premier jour, en réalité, de la naissance de la République islamique d'Iran. C'est quelque chose qui est très peu connu ici, c'est que
l'ambassade d'Israël a disparu, ce jour-là, a été remplacée par une ambassade de la Palestine, alors qu'il n'y avait pas d'État palestinien, il n'y avait pas de reconnaissance, mais l'ambassade de la Palestine est venue dans les locaux de l'ambassade d'Israël pour devenir la première représentation diplomatique, et Arafat est reçu comme un président ce jour-là, et derrière, évidemment, l'imam Khamenei crée ce qu'on appelle la journée d'Al-Quds, c'est-à-dire c'est le dernier vendredi du mois de Ramadan, pour donner presque un caractère sacré de la libération de cette ville. Et à partir de ce jour-là, évidemment, un véritable engagement de la part des Iraniens aux côtés des Palestiniens est né et a montré son efficacité, puisque aujourd'hui, il y a un rapport dont on parle peu, il y a ce que j'appelle, moi, le rapport de terreur. C'est-à-dire qui terrorise l'autre. Jusqu'à présent, les Israéliens pouvaient terroriser les Palestiniens à tout moment. C'est une constante, personne ne peut le contester, personne ne peut le nier. Ils pouvaient bombarder n'importe quelle ville, n'importe quel village, à n'importe quel moment, ça ne leur pose aucun problème. Ils peuvent déloger à tout moment une famille de sa maison sans poser de questions. Ils pouvaient brûler des terrains, des oliviers qui ont des siècles de vie, sans que personne ne soit offusqué. Je représente, il se trouve que dans ma Mulhouse où j'exerce, je suis le conseil d'une association qui s'appelle Association France AFPS, Association France-Palestine. Et cette association me dit aujourd'hui, moi, je contribue au financement de certaines installations, notamment des sources d'eau, des puits, replantation d'oliviers, etc. Puis le lendemain, les Israéliens viennent les brûler. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai comme recours? Alors que c'est l'argent de mes donateurs que je verse là. Est-ce que moi j'ai des droits par rapport à l'occupant israélien par rapport à cette question-là? Toutes ces questions-là nécessitent donc l'aspect géopolitique. Aujourd'hui, la géopolitique est en train de changer pour une raison simple. L'Europe, qui a toujours été un soutien important pour Israël, perd de sa puissance et de ses capacités de soutien. Les États-Unis ont offert le dernier cadeau à l'époque de Trump, deux derniers cadeaux, c'était les normalisations et la capitale, en disant que la totalité de Jérusalem est devenue la capitale de l'État d'Israël. J'ai envie de dire que ce sont des cadeaux empoisonnés, parce que les pays qui sont impliqués dans ce qu'on appelle dans la normalisation ont été, dans la carte politique, dans la carte géopolitique, ont été sortis du conflit automatiquement. Il reste donc ceux qui veulent aboutir dans leur projet, c'est-à-dire donner des droits au peuple palestinien. 2 minutes, j'arrive. Et vous avez la question de Jérusalem, à partir du moment où vous l'offrez comme cadeau, au contraire, vous ressuscitez le conflit et vous lui donnez plus d'intensité. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille de ce que j'appellerais, moi, la prochaine guerre. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de vous dire, sans vouloir être très pessimiste, est-ce que la guerre va avoir lieu ou pas? C'est ça la question. Ce n'est pas est-ce qu'elle va avoir lieu ou pas, c'est à quel moment elle va avoir lieu, c'est tout. Et cette guerre-là, malheureusement, pour toute cette région-là, parce qu'il va y avoir des victimes, il va y avoir des morts, il va y avoir des destructions, mais la question qui se pose, et vous m'autorisez encore une petite minute supplémentaire, chacun va avoir peur de la réaction de l'autre, mais en réalité, les destructions vont être massives. Et je donnerai juste un exemple qui a eu lieu il y a quelques jours. Quand il y a eu la volonté de déloger, dont on a parlé tout à l'heure, de déloger les Palestiniens qui faisaient la prière le vendredi pendant le mois de Ramadan par les forces israéliennes pour laisser passer les colons parce qu'ils avaient une manifestation et une manifestation religieuse. Il y avait une opposition de la part des Palestiniens. Ils sont restés, ils sont presque enchaînés sur cette esplanade-là. Il y a eu 3 attaques simultanées. Une attaque du sud. Oui, absolument. Il y a eu une attaque du sud du Liban, il y a eu une attaque du sud de la Syrie, il y a eu une attaque de Gaza. Et la question a été posée à ce moment-là au gouvernement israélien, qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont dit,
on ne déloge plus parce que maintenant on ne sait plus où on va aller, parce que c'est l'exemple de la confrontation qui pourrait avoir lieu prochainement ou dans quelques années, je n'en sais rien, je n'ai pas la date, je n'ai pas le chronomètre, mais en réalité, les trois fronts sont ouverts aujourd'hui et ça annonce bien entendu des choses qui ne sont pas forcément agréables pour ceux qui soutiennent actuellement le gouvernement actuel. Ce n'est pas une question aujourd'hui de religieux ou d'extrémisme du côté israélien, c'est une question de politique définitive pour cet État-là, c'est-à-dire c'est une guerre de négation l'un par rapport à l'autre.